Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chronique criminelle. Dans cet épisode, l'affaire Samuel Little. C'est un tueur en série terrifiant, sans doute le plus prolifique que les États-Unis aient jamais connu. Le parcours criminel de Samuel Little débute en 1970. Pendant plusieurs décennies, il assassine une centaine de femmes sans être jamais réellement inquiété. Comment a-t-il pu passer sous les radars de la police aussi longtemps ? En 2018, un ranger du Texas, James Holland, parvient à le faire parler. Plus de 700 heures d'entretien pour mettre à jour une folie meurtrière hors du commun. Et un talent caché assez insolite. Dans sa cellule, Samuel Little peint le portrait de toutes ses victimes, d'où son surnom, le Picasso du crime. L'affaire Samuel Little, un nouveau podcast de Chronique criminelle. Ce qui est l'une des plus incroyables affaires de tueurs en série commence en juillet 1987, à Los Angeles, en Californie. Les policiers découvrent le corps d'une femme dans un terrain vague, au milieu des ordures. Elle a été violée et étranglée. Septembre 1987, à peine 2 mois plus tard, une nouvelle jeune femme est retrouvée assassinée. Cette fois, la victime a été démembrée et les parties de son corps ont été disséminées aux abords d'un bois. 2 ans plus tard, encore un meurtre sauvage. Le corps est retrouvé dans une ruelle. Elle a été rouée de coups et étranglée. 3 meurtres, 3 femmes sauvagement assassinées en moins de 2 ans dans les bas quartiers de Los Angeles. C'est le début d'une enquête hors norme qui va traumatiser l'Amérique tout entière et qui va permettre d'arrêter celui qui pourrait bien être le pire tueur en série de toute l'histoire des États-Unis. Août 1989, dans les locaux de la police de Los Angeles. Après la découverte de ce 3e corps, les policiers sont sur les dents. Ils ont noté des ressemblances troublantes avec les 2 précédents meurtres de jeunes femmes. Par 3 fois, des corps de femmes vont être retrouvés, disséminés dans la ville. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Toujours à découvert, comme jetés, mais vraiment comme du linge sale, quoi. Sur ces 3 différents faits, celui qui va vraiment se présenter comme le plus choquant pour les enquêteurs. Commandant Brunel Dupin, chef du département des sciences du comportement au PJGN. C'est celui où il y a un démembrement. La scène est assez terrible parce que le corps est affreusement mutilé et très 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 abîmé. C'est-à-dire que c'est une femme qui est morte sous les coups. Donc c'est un spectacle d'horreur comme scène de crime sur laquelle travaille le département de police de Los Angeles, le fameux LAPD. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et à partir de là, il y a eu un groupe d'enquête commun qui est dédié à ces trois affaires de meurtre de jeunes femmes qui ont l'air à peu près identiques. Et si les 3 jeunes femmes avaient été victimes d'un seul et même tueur ? Les enquêteurs en sont convaincus, car le mode opératoire et le profil des victimes comportent d'étranges similitudes. La police de Los Angeles se dit qu'il y a un point commun entre ces 3 crimes. François Durper, spécialiste de la société américaine. D'abord, l'origine de ces femmes, pas l'origine ethnique, mais l'origine parce que ce sont pour la plupart des prostituées ou des personnes qui sont en marge de la société. Et puis il y a le mode opératoire. C'est-à-dire qu'elles sont systématiquement violées, puis étranglées de la même façon. Pour les policiers, plus de doute. Un nouveau tueur en série sévit à Los Angeles. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Il faut savoir qu'on est dans les années 80 à Los Angeles et ça fait 15 ans que le pays est en proie à une véritable vague de tueurs en série.
Donc forcément, le rapprochement est fait. Et il y a une véritable psychose qui s'installe dans toute la région parce qu'on craint qu'un nouveau tueur en série ne soit en train de frapper. Parce qu'on a des correspondances de comportement assez communes entre les faits. On a beaucoup de violence, on a beaucoup de maîtrise des victimes, sans mobile apparent. Leur corps a été abandonné sans dissimulation. Et donc, la police de Los Angeles se dit, il est possible que l'on ait affaire à un serial killer. Reste à identifier ce tueur en série. Pour le démasquer, les policiers ont un atout de taille, des traces ADN retrouvées sur place. Tous les prélèvements sont envoyés à la police scientifique. Mais quand les résultats tombent, c'est la déception. Aucun indice ne correspond. Les policiers sont dans l'impasse. L'affaire est mise de côté. Il n'est pas complètement classé, disons qu'il est rangé, en attente d'un nouvel élément qui permettrait de le réactiver et de nouveau enquêter. Parce qu'on se dit, dans quelques années, on aura sans doute la possibilité d'en faire quelque chose. C'est la pratique des cold cases, bien connue aux États-Unis. On ne peut pas résoudre le problème maintenant, mais peut-être que dans 1 an, 2 ans ou 10 ans, eh bien, les futurs policiers parviendront à arriver à leur fin. Et donc ces 3 dossiers rejoignent la pile déjà volumineuse des affaires non résolues en Californie. Les meurtres de Carol Elford, de Guadalupe Abodacha et d'Audrey Nelson restent donc sans réponse. Et il faudra attendre 23 ans pour que l'enquête connaisse un incroyable rebondissement auquel plus personne ne s'attendait. En 2012, on est dans le Kentucky, c'est-à-dire à peu près au milieu de nulle part. Et est signalé dans un foyer de sans-abri un vieil homme de 72 ans, manifestement accro au crack, ce qui est une drogue qui est vraiment la drogue du pauvre, quoi. Ce sans-abri, plutôt tranquille, serait mêlé à un trafic de stupéfiants. Il a été dénoncé à la police pour possession et usage de drogue dans l'enceinte de son foyer. Et donc la police locale, comme elle le fait parfois, vient arrêter cet homme. Il s'appelle Samuel Little. Il a eu quasiment 70 ans. C'est pas vraiment quelqu'un de première jeunesse, mais c'est plutôt quelqu'un encore d'assez gaillard. Il est complètement en marge de la société. On ne sait pas trop d'où il vient et on ne sait pas trop qui il est. Samuel Little n'oppose aucune résistance. Il faut dire que pour une petite affaire de drogue, il ne risque pas grand-chose. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Se met en place l'enquête classique pour ce type d'infraction. Il est placé en garde à vue, des prélèvements sont faits, empreintes digitales, ADN, de façon très classique par rapport à ce qui est fait. Et cet ADN prélevé sur ce SDF est donc versé à la base de données du fichier central américain. Et là, bingo, comme on dit, ça match. Ça match sur quelle affaire, en fait? Ça match sur les affaires des 3 jeunes filles qui avaient été retrouvées assassinées à Los Angeles, à l'autre bout du pays quasiment, à la fin des années 80. C'est assez incroyable, aussi longtemps après. 23 ans après, l'affaire des 3 jeunes prostituées assassinées est relancée. Et si l'implacable tueur en série recherché à la fin des années 80 était en fait ce vieil homme? La police du Kentucky prévient aussitôt ses collègues de Los Angeles et sans plus attendre, Samuel Little est extradé vers la Californie. En fait, il est un petit peu au bout du rouleau, on peut dire, Samuel Little. Il se déplace parfois en fauteuil roulant. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Il a des problèmes de diabète, il a des soucis de santé qui s'accumulent un peu. On n'est pas du tout, effectivement, sur le portrait attendu d'un tueur en série. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. On s'attend en général à quelqu'un d'assez intelligent, vif, sournois. Enfin, on a plein de fantasmes autour de ça. Alors que là, on est clairement face à un SDF professionnel, quoi. À peine arrivé à Los Angeles, le vieil homme est interrogé par les policiers. Samuel Little, face aux enquêteurs, est très froid, très sûr de lui, rejette toute implication. Commandant Brunel Dupin, chef du département des sciences du comportement au PJGN. Ne veut pas discuter et ne veut pas être approché. Il est très très fermé et très difficile d'établir un dialogue et un contact avec lui.
force est de constater qu'il tombe sur un mur parce que Samuel Little, tout affaibli qu'il soit, crie son innocence. En fait, il dit qu'il n'a absolument rien à voir avec ces affaires de crime qui remontent à plus de 20 ans, qu'il n'est jamais venu dans ces endroits à Los Angeles et qu'il n'a aucune raison de se retrouver en garde à vue à ce moment-là. Little campe sur ses positions et il s'enferme dans le silence. En fait, très vite, la police ne doute plus de la culpabilité de Little dans cette affaire. L'ADN a été vérifié. Il est certain en réalité que Little est le meurtrier, mais ils ne veulent pas aller au procès sans avoir obtenu des aveux. Et ça, c'est extrêmement important encore à cette époque-là. Il faut des aveux. Et ils n'en ont pas, parce que Little est le taiseux par nature. 2 ans plus tard, Samuel Little comparaît face au grand jury pour les 3 meurtres commis à la fin des années 80. Il encourt la prison à vie et il clame toujours son innocence. Mais il ne convainc pas les jurés. Les prélèvements ADN suffisent à le faire condamner à la perpétuité sans possibilité de libération. Le septuagénaire est donc officiellement reconnu coupable des 3 meurtres. Mais pour les policiers, une zone d'ombre plane encore sur le cas Samuel Little. Il y a une question qui se pose. Le dernier crime date de 1989. Samuel Little, il a été interpellé 20 ans plus tard. Que s'est-il passé pendant ces 20 ans ? François Durper, spécialiste de la société américaine. Est-il envisageable qu'un homme qui a tué 3 fois en l'espace de 2 ans ne tue pas une seule fois pendant les 20 années suivantes ? Et cette question, il y a une autre personne qui se la pose. Elle se trouve à Quantico, au siège du FBI. Il y a quelqu'un qui s'intéresse de près au dossier Samuel Little, c'est Cristina Palazzolo. En fait, c'est une enquêtrice un petit peu nouvelle génération et qui s'intéresse au parcours des tueurs en série. Donc, elle est un petit peu spécialisée dans les cold cases, dans les tueurs itinérants. Et donc, elle se prend un petit peu de passion pour ce dossier Samuel Little qui, d'après elle, pourrait receler d'autres secrets. Cristina Palazzolo est ce qu'on appelle aux États-Unis une profileuse. Elle dépend du département de criminologie du FBI. Son travail consiste à chercher des points communs entre différents meurtres pour résoudre des cold cases. Et pour cela, elle est aidée par un logiciel informatique, le VCAP, un programme qu'elle va utiliser dans le cas de Samuel Little. Et le logiciel VCAP est capable de faire des recoupements. Donc pas seulement avec l'ADN, mais aussi avec le mode opératoire, avec la personnalité des victimes. Et donc ce logiciel un peu révolutionnaire va sortir une information capitale, c'est que le nom de Samuel Little pourrait être associé à un crime commis en 1994, donc dans cette fameuse période entre les crimes de Californie et son arrestation, au Texas, dans une ville qui s'appelle Odessa. Il s'agit du meurtre de Denise Christie Brothers. Portée disparue pendant 1 mois, elle est ensuite retrouvée morte dans un fossé. C'est une femme qui a été tuée dans des conditions similaires au crime de Los Angeles. Elle n'a pas exactement le même profil, mais il y a la strangulation, il y a aussi l'abandon sur le bord d'une route, et les enquêteurs se disent il peut être intéressant d'interroger Samuel Little sur l'affaire d'Odessa qui date de 1994. Pour Cristina Palazzolo, les ressemblances dans le mode opératoire entre le meurtre d'Odessa et les crimes de Los Angeles sont troublantes. Selon la profileuse, Little pourrait bien être l'auteur de ce 4e meurtre. Mais cette fois, il n'y a aucune preuve ADN pour le confondre. Alors, il n'y a pas de choix. Il va falloir réussir à faire parler le suspect. Cristina Palazzolo, elle a une intuition, c'est que pour arriver au bout de cette affaire, il faudra à un moment donné passer par des aveux. Et à ce moment-là, cet analyste a entendu parler d'un enquêteur texan. Commandant Brunel Dupin, chef du département des sciences du comportement au PJGN. Qui a de bons résultats en termes d'audition et qui visiblement établit facilement le contact avec les suspects.
La profileuse du FBI a déjà rencontré cet enquêteur chevronné d'une quarantaine d'années. Et surtout, elle connaît sa réputation, celle d'un policier expérimenté, capable de faire passer aux aveux même les criminels les plus endurcis. Alors elle fait le pari de lui confier cette mission délicate. Il n'a pas du tout le même profil qu'elle. Il s'appelle James Holland, il a un petit peu l'allure du cow-boy, il a toujours un Stetson sur la tête. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Il a l'air plutôt sorti d'un western, je dirais, que d'une série policière sur le FBI. James Holland, c'est un Texas Rangers qui ne correspond pas du tout à l'agent du FBI et à son costume en noir et blanc. Il est en revanche connu pour être capable de rentrer dans le cerveau des criminels. C'est un Texan pur jus. C'est-à-dire que c'est une caricature. Stéphane Manca, journaliste spécialiste des faits divers. C'est vraiment ce flic un peu à l'ancienne, là, qui le shérif, quoi, et qui va se retrouver en Californie, sonner à la porte d'une prison en disant voilà, je viens interroger Little. Ce jour-là, James Holland arrive déterminé. Il doit faire parler Little. Alors à peine arrivé, il l'assaille de questions. Mais rapidement, l'interrogatoire dérape. C'est le choc de culture. D'un côté, on a un criminel condamné à vie, qui n'a rien à gagner et rien à perdre, à rencontrer un enquêteur. François Durper, spécialiste de la société américaine. Et de l'autre, on a cet enquêteur qui apparaît à Samuel Little comme l'opposé de tout ce qu'il est. Ce grand homme blanc, cow-boy américain qui arrive face à lui et qui veut l'interroger, eh bien, sa première réaction, c'est une réaction défensive et violente. Samuel Little n'est pas comme les autres. Il a cette froideur et cette distance. Il rejette complètement la stratégie de James Holland. Ça va être une catastrophe totale. Little va réagir de manière assez violente en disant « virez-moi ce mec de ma cellule ». Et Holland, de mémoire, va tenir 1 heure ou 2 sur ce premier interrogatoire. Il n'obtient rien. James Holland a perdu la première manche. Le Texas Rangers, sûr de lui, à qui personne ne résiste, doit maintenant changer de tactique. Pour préparer sa prochaine rencontre, Holland veut savoir qui se cache derrière le tueur. Et donc, il va décider de reprendre à zéro toute la biographie de Samuel Little depuis son enfance jusqu'à la date d'aujourd'hui pour voir s'il n'y a pas une faille dans ce parcours. On essaie vraiment de trouver le mode d'emploi de la personne. Et en fonction de la stratégie qu'on va utiliser, on va jouer plutôt sur l'aspect faiblesse ou plutôt sur l'aspect force, à partir du moment où on a une très bonne connaissance de la personne. L'enquêteur va donc se replonger dans l'enfance de Samuel Little. Et cette vie débute en 1940, en Géorgie, au sud-est des États-Unis. Samuel Little, c'est tout sauf la vie du grand rêve américain. En fait, il naît quasiment en prison. Sa mère est emprisonnée au moment où elle accouche. Sa mère est prostituée, et donc Little peut la connaître. De père, il en a pas. La seule tâche à peu près qu'il a dans sa vie, c'est sa grand-mère maternelle qui va finalement l'élever. Mais le milieu est extrêmement marginal, pauvre. Il grandit entre la prostitution et les ghettos et devient très vite un délinquant, en commençant par voler un vélo et puis participer à des cambriolages. Il sera incarcéré très tôt dans une maison de mineurs. Il va faire comme ça des allers-retours entre chez sa grand-mère et la maison de correction jusqu'à 15 ans ou 16 ans, où là, il va finalement, pas être chassé, mais presque, de chez sa grand-mère, et il va commencer une longue errance. À 20 ans, il est vagabond dans le ghetto de Lorraine, dans l'Ohio. Samuel fait ses armes dans la rue, et c'est là qu'il se fait remarquer. Il vit de larcin, de vol, de bagarres. Et la seule chose qui finalement marche le mieux, c'est ses poings. Samuel Little n'a
qu'un seul talent. Dès l'adolescence, il fait de la boxe. Il a un vrai talent de boxeur. Little devient voleur professionnel et boxeur de seconde zone. Il enchaîne des matchs clandestins dans les sous-sols du ghetto avec à la clé de l'argent facile et surtout l'espoir de devenir professionnel. Mais cette vie en souterrain ne décolle pas. Finalement, l'échec de son parcours sportif va probablement mettre fin à toutes ses illusions de sortir de sa condition. Et finalement, il va s'enfoncer dans la délinquance, puis dans la criminalité. À 35 ans, Samuel Little a été arrêté 26 fois dans plus d'une dizaine d'États américains, ce qui est quand même un bon palmarès par rapport à son âge. Et donc la principale interrogation de James Holland, c'est de se dire à quel moment est-ce qu'il y a eu une faille pour que Samuel Little passe de ce parcours de petit délinquant itinérant à celui de criminel et peut-être de criminel en série. James Holland découvre que Samuel Little est avant tout un enfant blessé, sans famille et sans attache. Pour cette deuxième audition, le ranger va changer de stratégie. Il gomme son côté autoritaire et il joue maintenant la carte du respect, presque de l'amitié. Lorsque James Holland revient devant Samuel Little, François Durper, spécialiste de la société américaine. eh bien, il a conscience qu'il a une mission, c'est d'obtenir un climat de complicité, de créer un lien de bienveillance qui permettra à Samuel Little de se confier. James Holland mise notamment sur des petits détails, mais qui peuvent tout changer. Pour ce nouvel interrogatoire, il décide par exemple de ne pas arriver les mains vides. James Holland vient avec une pizza et la boisson préférée, un soda qui est très populaire aux États-Unis, qui s'appelle le Dr Pepper. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. C'est pas aussi connu que le Coca-Cola, mais quasiment. Et en fait, Samuel Little est fan de Dr Pepper. Il vient lui apporter ça pour lui dire je te reconnais comme un être humain. Commandant Brunel Dupin, chef du département des sciences du comportement au PJGN. Sans jugement, sans dégoût par rapport à ce qu'il a fait, ça c'est important aussi. Et c'est pour ça qu'il vient avec ça et qu'il établit ce vrai lien de confiance. Au début, ils reviennent à un coup de poing de 1960, une bagarre de 63, 64. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. On remonte comme ça tout le fil et Little se livre. Et comme il se livre, il est emporté finalement dans sa confession jusqu'à celle qui mènera en fait à de nouveaux meurtres. Pendant un mois, James Holland multiplie ainsi les auditions. Et Samuel Little, de plus en plus en confiance, raconte aux policiers l'histoire de sa vie. Et puis un matin, tout bascule. Face à l'enquêteur, Little marque un temps de silence. Il se frotte le visage comme pour faire remonter de vieux souvenirs. Il avale une gorgée de soda, une bouchée de pizza. Holland sent que l'instant est déterminant. Il allume sa caméra. Dans ce document extraordinaire, Samuel Little livre sa première confession. Ok, parle-moi d'elle. Elle ressemblait à quoi? Elle était mince, la peau foncée, à peu près 40 ans. Elle traînait là-bas à se prostituer. Je pense qu'elle était accro à la drogue, sinon jamais elle aurait été là-bas. Elle mesurait combien? Je dirais à peu près 1m52. Alors, Holland ne sait pas comment il le déclenche. Mais Little va finir par parler d'un meurtre. Et il va en parler de manière assez étrange. D'abord, là d'un coup, il fait un saut dans le temps. Maintenant, on est en 96. On n'est plus en Californie ou au Texas. On a de nouveau changé d'État. L'enquêteur n'en revient pas. Little avoue, mais contre toute attente, il ne parle pas du 4e meurtre survenu à Odessa pour lequel Holland est venu l'interroger. Il évoque un autre crime, celui de Melissa Thomas.
Il décrit avec une grande précision sa rencontre avec Melissa Thomas. Melissa Thomas qui était droguée, et il l'a abordée de manière extrêmement naturelle et simple, sans préméditation, mais en lui proposant de se droguer avec elle. Ils se sont retrouvés dans un cimetière et s'en est suivi, selon lui, une relation sexuelle consentie. Et qu'au moment de l'acte, il lui caresse le cou. Et là, elle lui dirait, en tout cas c'est ce qu'il raconte, mais pourquoi tu me caresses le cou comme ça? Est-ce que tu es un tueur en série? Et sur un ton plus ou moins de plaisanterie, ce qui fait en fait dégoupiller Samuel Little, c'est toujours ce qu'il raconte, et qui le rend fou, qui lui fait serrer à ce moment-là le cou de la jeune femme, qu'il l'étrangle et qu'il abandonne son corps près du cimetière sous un noyer. Little raconte le crime dans les moindres détails. Holland a percé la carapace du tueur, mais il reste impassible. Il ne change rien à sa stratégie. D'autant qu'il en est désormais convaincu, Samuel Little a d'autres meurtres à avouer. Reste à savoir combien. Ce qui sidère James Holland face à Little à ce moment-là, c'est autant le récit du crime qui est en train de se dérouler que la précision quasi chirurgicale des souvenirs de Little. Il a ce détail qui glace le sang en fait du flic, qui dit on était sous un noyer. C'est-à-dire, il n'a même pas dit sous un arbre, on est sous un noyer. Il a une précision, une mémoire extraordinaire. Les souvenirs de Little semblent intacts. Holland continue de le faire parler et le tueur continue d'avouer de nouveaux meurtres, encore et toujours avec d'incroyables détails, comme pour cette femme qu'il aurait assassinée près de Little Rock, dans l'Arkansas. North Little Rock, dis-moi à quoi la fille ressemblait. Oh mec, j'adorais cette fille. Comment elle s'appelait déjà? Ruth. Elle était en surpoids, une grosse nana. Elle avait des dents de lapin. Elle a un trou là entre les dents. C'est comme ça. Une fille aérienne, la peau couleur miel. Ses cheveux étaient pas très longs. Maintenant, où l'as-tu rencontrée? Je l'ai rencontrée en bas dans la maison du crack. Elle et 6 autres filles étaient assises sur la véranda, prenaient du crack. Je me suis arrêté pour y rentrer. J'ai vu une fille, c'est pour ça que je me suis arrêté. On est restés ensemble 2 jours, plus. Je pense que c'était même 3 jours. Je me suis éloigné de la route et je me suis reculé dans les bois. Il y avait un champ de maïs et je suis sorti de là-bas. De l'autre côté, il y avait un autre champ de maïs avec un tas d'ordures. J'ai garé la voiture de façon à être bien sûr que si quelqu'un s'amène par ici, je pouvais le voir. J'ai essayé de la sortir de la voiture, mais je pouvais pas, elle était trop grosse. Alors j'ai garé la voiture sur un tas d'ordures, je l'ai poussée et je l'ai laissée là. Désormais, le tueur est lancé. Il enchaîne les révélations. Et il détaille même son mode opératoire. Il explique qu'en général, il repère sa proie à la sortie d'un bar. Il convient avec elle d'une relation sexuelle, contre de l'argent ou de la drogue, et il emmène sa future victime à sa voiture. Là, il se jette sur elle. Il la viole ou parfois il préfère se masturber en même temps qu'il l'étrangle. Puis il abandonne son corps le long d'une route. Pendant des semaines, face au ranger Holland, Samuel Little se confie. Et à mesure qu'il remonte le temps, la liste augmente. 10, 20, 40, 60, 80. Le nombre de victimes semble ne jamais s'arrêter. Une question obsède l'enquêteur. Jusqu'où Little va-t-il remonter? Comment cette folie meurtrière a-t-elle commencé? Après 4 mois d'audition, Holland a enfin la réponse. Little lui révèle son premier meurtre. Il y a quelque chose qui frappe, c'est la manière dont Samuel Little raconte cet événement. François Durper,
spécialiste de la société américaine. Il le raconte avec un sourire qui laisse à penser qu'il se souvient avec beaucoup de plaisir de ces moments-là. Il a l'air de revoir la scène dans ses yeux et de s'en repaître. Et il y a même un signe annonciateur qu'Hollande raconte, c'est qu'en fait... Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Dès que Little rentrait, comme on dit, dans le vif du sujet, en fait, sa jambe commençait à frétiller. Elle sautillait comme ça, comme si, allez, on y va là. Alors, on va raconter comme s'il était face à un match de foot avant le but, quoi. Tout a basculé un jour d'été 1970. À l'époque, Samuel Little a tout juste 30 ans et il vit en Floride. Et c'est dans une banlieue pauvre de Miami qu'il croise la route d'une jeune femme, Mary Brosley. Il s'en souvient par cœur. Il donne des détails fascinants, quoi. Il raconte qu'il se souvient très bien de son collier de chaîne. En fait, il se souvient du cliquetis de la chaîne de son collier pendant qu'il la viole. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et en fait, c'est quelque chose qui a marqué son esprit, et de la voir mourir entre ses mains, ça l'a provoqué une sorte de jouissance extrême. Ce plaisir de possession de la vie d'autrui, en fait. Ce qu'il raconte comme une vraie jouissance, une découverte. Et il sait qu'à partir de maintenant, il ne pourra plus s'arrêter. Physiquement, intellectuellement, sexuellement, il réalise ses fantasmes. Michel Agrapard-Delmas, criminologue. C'est très bon pour lui. Il aime. Il a beaucoup de plaisir. Quand vous mangez du chocolat et qu'il est tellement bon, vous reprenez un deuxième carré. Et bien lui, c'était pareil. Il a tellement aimé ce qu'il a fait qu'il a recommencé. Accro dès son premier meurtre, Samuel Little ne cessera plus de tuer jusqu'à son arrestation en 2012. Pendant plus de 40 ans, il a assassiné des femmes en toute impunité dans plus de 14 États. Et devant Hollande, il avouera finalement 93 meurtres. Des chiffres qui donnent le vertige. Mais il y a un problème. Comment identifier toutes ces victimes si longtemps après ? Le Ranger a alors une idée géniale. Hollande a cette idée de dire, mais puisque tu es si précis parfois dans tes souvenirs, plutôt que de me les raconter, pourquoi tu ne les dessinerais pas ? Little va se retrouver avec une boîte de crayons de couleur, hein, comme à l'école, quoi. Et il va se mettre à dessiner ses victimes, le souvenir qu'il a de ses victimes. Ce sont des tableaux plutôt bien peints, il y a une sorte d'esthétique du crime derrière tout ça. Il a aimé redessiner des visages, ce sont tous des visages en souffrance, hein. Des femmes tristes, des visages, certaines ont des visages de mort déjà. On peut même lire dans les yeux de certaines, on peut lire l'effroi, on peut lire la peur. On lit des sentiments. Et ce qui est très 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 troublant quand on les regarde. Little tapisse sa cellule des visages de ses victimes. Des dessins aussi précis que ses souvenirs, que l'Amérique tout entière va maintenant découvrir. En fait, les policiers du FBI vont publier certains de ces dessins pour voir si, faire des appels à témoins pour voir si ce visage qui a été peint par le tueur ne correspondrait pas à une victime oubliée sur le chemin de Samuel Little. Samuel Little, 78 ans, vient de confesser plus de 90 meurtres. C'est le tueur en série le plus prolifique des États-Unis. Il aide actuellement les enquêteurs à identifier ses victimes en dessinant leurs portraits. Novembre 2018. Les États-Unis découvrent avec horreur celui que la presse surnomme désormais le Picasso du crime. Samuel Little fait la une de tous les médias. Une onde de choc sans précédent. Ce qui frappe les Américains, c'est le fait d'apprendre tous ces crimes d'un seul coup. François Durper, spécialiste de la société américaine. Ils se réveillent un matin et on leur dit le pire
des serial killers de ce pays vient d'être retrouvé. Il s'appelle Samuel Little, il a fait 93 morts. Et les Américains sont à la fois sidérés, mais ils sont en colère. Ce type-là est passé en dessous des radars pendant quasiment 40 ans. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. L'opinion publique se demande pourquoi on a laissé ce type opérer comme il le voulait pendant autant d'années. Comment a-t-il pu échapper aussi longtemps à la police? La question obsède le public. Mais depuis sa cellule, Samuel Little a une réponse glaçante. C'est à une journaliste du New York Times qu'il va faire cet aveu assez terrible. Elle va lui demander, lors d'une interview, une interview qu'il accepte. Stéphane Manka, journaliste spécialiste des faits divers. Pourquoi avez-vous fait ça? Et là, il va dire, mais vous, je vous aurais pas tué. Parce que vous, on vous aurait recherché. Vous comptez. Vous êtes une journaliste, je vais pas tuer une journaliste. On me chercherait après. Si je tue une prostituée, si je tue une droguée, on s'en fout. Il dit, eh bien, ce sont des victimes qui me ressemblaient. Moi, je suis resté dans mon ghetto. Je ne suis pas sorti du ghetto d'où j'étais. Cette affaire Samuel Little, au-delà des ressorts criminels purement, elle éclaire un peu cette Amérique à double visage, parce qu'en fait, cette saga criminelle absolument effroyable a eu lieu un petit peu dans les égouts de l'Amérique d'aujourd'hui, et que c'est ce que ça révèle, c'est-à-dire qu'il y a une Amérique à deux visages, il y a celle des ghettos et l'Amérique un petit peu honorable. Des prostituées, des toxicomanes, souvent noirs ou hispaniques, ces victimes qui vivaient à la marge de la société n'ont jamais été recherchées. Samuel Little est le triste symbole de cette Amérique scindée en deux. Après 6 mois d'entretien entre les deux hommes, James Holland a réussi sa mission. Il a fait avouer Samuel Little. En tout, 93 meurtres. Et le ranger est catégorique. À aucun moment, Samuel Little n'a exprimé le moindre remords. L'une des phrases qui permet peut-être d'approcher de la psychologie de Samuel Little, c'est lorsqu'il parle de Dieu. Il dit « Dieu savait exactement ce que je faisais et finalement, il est responsable de tout ça. Moi, je ne pouvais rien faire. J'ai été créé comme ça par Dieu. Je suis un instrument et finalement un instrument passif des desseins plus hauts. » Il parle de Dieu, mais évidemment, on pense plutôt au diable. Instrument de Dieu ou instrument du diable, sa funeste mission s'est arrêtée le 30 décembre 2020 dans une prison du comté de Los Angeles. Le tueur en série y est mort à l'âge de 80 ans. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. Il y a des noms qui traversent l'histoire criminelle comme des coups de couteau dans la mémoire collective. Des noms que l'on prononce à voix basse, comme s'ils pouvaient encore faire du mal. Samuel Little, pourtant, n'a longtemps été qu'une ombre sans contour, un visage banal perdu dans la foule des marginaux, des oubliés, des hommes sans attache. Et c'est précisément là que commence cette histoire, non pas dans le sang, mais dans l'indifférence. Car Samuel Little n'était pas un monstre aux yeux du monde. Il était invisible. Né en 1940 en Géorgie, élevé entre une mère prostituée et des foyers instables, il grandit dans un univers où la violence n'était pas spectaculaire, mais quotidienne, presque administrative. Les coups, les humiliations, l'abandon n'avaient rien d'exceptionnel. Il formait le décor. Très tôt, l'enfant apprend à disparaître, à observer sans être vu, à se fondre dans les marges. Cette capacité, qui aurait pu être un mécanisme de survie, deviendra plus tard son arme la plus efficace. Dans les années 60, Samuel Little est déjà un nom connu des commissariats, mais jamais pour ce qu'il est réellement. Arrestation pour vol, agression mineure, bagarre, errance permanente entre les États du Sud et de l'Ouest américain. Il est relâché presque systématiquement, faute de preuves, faute d'intérêt, faute de victimes capables de témoigner. Les femmes qu'il fréquente sont pauvres, souvent noires, parfois sans domicile fixe, parfois prostituées, toujours considérées comme secondaires par un système judiciaire débordé et aveugle. C'est dans cette faille que Samuel Little s'installe.
Il observe comment le monde regarde ailleurs. Il comprend que certaines vies ne comptent pas. Et il en tire une conclusion glaciale. S'il tue ces femmes, personne ne les cherchera vraiment. Les premières victimes ne laissent presque aucune trace. Des corps retrouvés dans des terrains vagues, des chambres miteuses, des fossés au bord des routes. Les causes de la mort sont floues, overdose, strangulation mal identifiée, accident. Les policiers locaux classent les dossiers rapidement. Aucun lien n'est établi. Aucun schéma n'apparaît. Samuel Little voyage, change de ville, de couleur de vêtements, de nom parfois. Il n'a pas besoin de plans sophistiqués. Sa méthode est simple, presque primitive. Séduire par la parole, inspirer confiance, puis étrangler. Toujours les mains. Pas d'armes, pas de sang. Juste une pression lente, maîtrisée, jusqu'à ce que la vie s'éteigne. Pour lui, ce geste n'est pas impulsif. Il est ritualisé. Et dans ce rituel, Samuel Little trouve quelque chose de profondément troublant. Une forme de contrôle absolu, une domination silencieuse qui ne laisse aucune preuve visible. Mais ce qui rend Samuel Little véritablement unique, presque dérangeant dans l'histoire criminelle américaine, ce n'est pas seulement le nombre de ses crimes présumés, qui dépasse l'entendement, mais la manière dont il les conserve en lui. Car Samuel Little est un dessinateur. Un dessinateur obsessionnel. Dans sa mémoire, chaque femme assassinée devient un visage précis, un sourire, une coiffure, une expression figée entre la vie et la mort. Des années plus tard, en prison, lorsqu'il commence à parler, ce sont ces visages qu'il dessine. Des portraits d'une précision troublante, presque artistique, qui vaudront à la presse ce surnom glaçant, le Picasso du crime. Mais à ce stade de l'histoire, personne ne le sait encore. Dans les années 70 et 80, Samuel Little continue sa route, laissant derrière lui une traînée de morts anonymes. Il est parfois arrêté pour viol, parfois acquitté, parfois condamné à de courtes peines. Une fois, en 1984, il est jugé pour le meurtre d'une femme en Californie. Les preuves sont fragiles. Il est acquitté. Cette décision, il la vivra comme une confirmation. Non seulement il peut tuer, mais il peut le faire impunément. L'Amérique est vaste. Les bases de données criminelles ne communiquent pas entre elles. Les policiers travaillent en silo. Les disparitions de femmes marginalisées ne font pas la une des journaux. Samuel Little devient une constante mobile, un tueur sans signature officielle, un fantôme qui traverse les décennies. Pourtant, derrière cette apparente banalité, quelque chose se fissure lentement. Car Samuel Little Violet. Son corps s'alourdit. Ses erreurs deviennent plus fréquentes. Il boit davantage. Il se vante parfois. Et surtout, il ressent le besoin étrange d'être reconnu. Non pas arrêté, mais compris. Admiré, peut-être. Comme un artiste dont l'œuvre serait restée trop longtemps cachée. Cette tension entre invisibilité et désir de reconnaissance sera l'une des clés de sa chute. Mais pour l'instant, il n'est encore qu'un nom parmi d'autres dans les archives poussiéreuses de la police américaine. Un homme sans domicile fixe, sans famille, sans importance apparente. Personne ne se doute que derrière ce visage fatigué se cache l'un des pires tueurs en série de l'histoire moderne. Et personne n'imagine que ce silence, ce long silence de plusieurs décennies, finira par se briser, non pas à cause d'une enquête brillante, mais parce qu'un jour, Samuel Little décidera de parler. Non pour se repentir, mais pour raconter. À la fin des années 1980, Samuel Little n'est toujours qu'un nom secondaire dans les fichiers policiers, un récidiviste ordinaire dont le visage usé n'inspire ni peur ni curiosité particulière, et c'est précisément cette banalité qui lui permet de continuer. Il erre d'un état à l'autre comme on traverse des saisons, sans valise, sans attache, trouvant refuge dans les bars minables, les foyers d'accueil, parfois chez des femmes qui voient en lui un compagnon de passage, jamais un danger. Little a appris à écouter plus qu'à parler, à laisser les autres remplir le silence de leurs propres histoires, à créer une illusion d'intimité rapide, presque immédiate. Il se montre attentionné, parfois drôle, souvent compatissant, et dans ce rôle d'homme fatigué par la vie, il dissimule une violence méthodique qui n'a rien d'explosif. Ses crimes ne sont pas des dérapages. Ils sont la continuation logique d'une vision du monde dans laquelle certaines personnes existent pour être utilisées puis effacées. Il cible presque exclusivement des femmes que personne ne cherche vraiment, et cette constance n'est pas le fruit du hasard mais d'une observation fine du fonctionnement social. Little sait que les enquêtes sont lentes, fragmentées, dépendantes de la visibilité des victimes. Il sait aussi que les corps sans identité claire deviennent rapidement des statistiques. Chaque meurtre est pour lui une confirmation supplémentaire que le système fonctionne exactement comme il l'a compris. Dans son esprit, il ne défie pas la police, il exploite ses angles morts. À mesure que les années passent, son nombre de victimes augmente silencieusement, mais aucune ligne ne relie ces morts entre elles.
Les rapports parlent de strangulation, parfois de traumatisme, parfois d'overdose suspecte, mais jamais d'un tueur itinérant. Et pendant que les dossiers s'empilent dans des archives locales, Samuel Little développe quelque chose de plus intime, de plus dérangeant encore, une relation quasi artistique avec ses souvenirs. Contrairement à d'autres tueurs qui cherchent à effacer les traces, Little conserve chaque visage dans sa mémoire avec une précision obsessionnelle. Il se souvient des coiffures, des rides, des expressions exactes au moment où la vie quitte les yeux. Cette mémoire visuelle n'est pas seulement un outil, elle devient une collection intérieure, une galerie mentale que personne d'autre ne peut voir. Lorsqu'il commence à dessiner, ce n'est pas pour se vanter, mais pour fixer ces images avant qu'elles ne s'estompent. Le dessin devient une prolongation du crime, une manière de posséder définitivement celle qui l'a tué. Mais à ce stade, personne ne voit ses croquis. Il reste enfermé dans sa tête, comme un secret jalousement gardé. Pourtant, quelque chose change lentement au début des années 2000. Samuel Little est arrêté de plus en plus souvent pour des délits mineurs. Son corps ne suit plus. Les bagarres le fatiguent. La rue devient plus hostile. Il commence à faire des erreurs, à rester trop longtemps au même endroit, à attirer l'attention par son comportement erratique. En 2012, en Californie, il est finalement condamné à la prison à perpétuité pour le meurtre de 3 femmes. 3 seulement, alors que lui-même en revendique des dizaines, peut-être plus de 80. Cette condamnation ne provoque pas le soulagement attendu. Pour Little, ce n'est pas une fin, mais une frustration. Il sait que la vérité de ses actes ne sera jamais reconnue si elle reste enfermée en lui. Et paradoxalement, c'est l'enfermement qui va lui offrir ce qu'il a toujours cherché sans l'admettre, un public. En prison, Samuel Little parle. L'entainment. D'abord par bribes, ensuite avec une précision troublante. Il raconte des lieux, des dates approximatives, des détails que seul l'auteur pourrait connaître. Les enquêteurs sont sceptiques. Les prisons sont pleines de mythomanes. Mays Little insist. Il ne cherche pas à embellir. Il corrige même les policiers lorsqu'ils interprètent mal ses propos. Ce qu'il veut, ce n'est pas choquer, c'est être exact. Lorsqu'il commence à dessiner les visages de ses victimes pour aider les enquêteurs, quelque chose bascule. Les portraits sont frappants de réalisme. Des femmes noires, souvent, aux traits marqués, au regard mélancolique. Les policiers montrent ces dessins dans différentes juridictions. Des familles reconnaissent parfois un visage, une coiffure, un sourire. Des dossiers classés depuis des décennies sont rouverts. Les morts anonymes retrouvent un nom. Et à mesure que les correspondances s'accumulent, une vérité insoutenable émerge. Samuel Little n'a pas exagéré. Il a tué bien plus que ce pourquoi il a été condamné. Chaque reconnaissance est une victoire silencieuse pour lui, non pas parce qu'il éprouve du remords, mais parce que son œuvre, enfin, est vue. C'est à ce moment-là que la presse s'empare de l'affaire. Le surnom apparaît, presque malgré lui, le Picasso du crime. Une expression choquante, presque indécente, mais qui résume cette capacité étrange à transformer l'horreur en image. Les médias s'interrogent. Comment un homme a-t-il pu tuer autant sans être arrêté? Comment tant de femmes ont-elles pu disparaître sans que personne ne relie les points? Les réponses sont inconfortables. Elles parlent de racisme systémique, de misogynie, de pauvreté, de vie jugée moins digne d'être protégée. Samuel Little devient le miroir d'un échec collectif. Mais derrière ce débat, il reste un homme dans une cellule, vieillissant, malade, qui continue à dessiner, à raconter, à corriger. Il ne demande ni pardon ni compassion. Il veut seulement que chaque visage corresponde à un nom, que chaque mort soit reconnue comme réelle. Et dans cette quête tardive de reconnaissance, se cache une dernière ironie cruelle. C'est en donnant une voix à ses victimes que Samuel Little grave définitivement son propre nom dans l'histoire criminelle. À mesure que les révélations de Samuel Little s'accumulent, un phénomène étrange se produit dans les bureaux feutrés du FBI et des polices locales. L'incrédulité cède progressivement la place à une angoisse sourde, presque honteuse, car chaque nouvelle confirmation est aussi la preuve d'un aveuglement ancien. Les enquêteurs spécialisés dans les cold cases commencent à comparer les dates, les lieux, les descriptions, et ce qui apparaissait autrefois comme une série de drames isolés se transforme lentement en une cartographie macabre couvrant plusieurs décennies et une grande partie du territoire américain. Little parle avec une précision troublante, mais jamais spectaculaire. Il n'ose pas la voix, ne cherche pas à impressionner. Il corrige même parfois les agents lorsqu'ils se trompent de ville ou de période, comme un professeur impatient face à des élèves inattentifs. Cette posture dérange profondément. Elle donne l'impression que ces meurtres, pour lui, ne sont pas des explosions de violence, mais des faits organisés, archivés, presque classés mentalement. Lorsqu'on lui demande pourquoi il se souvient si bien des visages, il répond simplement que c'est ce qui lui reste. Les visages sont sa mémoire. Les corps,
eux, ont disparu. Dans cette phrase apparemment anodine se cache toute l'horreur de son rapport au crime. Les victimes ne sont pas des personnes, mais des images persistantes, des formes qu'il peut encore contrôler à travers le dessin. Les enquêteurs comprennent alors que les portraits ne sont pas un acte de coopération altruiste, mais une extension de sa domination. Chaque dessin est une réappropriation. Pourtant, malgré cette prise de conscience, il continue. Car chaque croquis peut rendre une identité à une femme morte depuis 30 ou 40 ans. Dans certaines villes, des familles sont contactées pour la première fois après des décennies de silence. Des mères âgées, des sœurs, parfois des enfants devenus adultes apprennent que la disparition inexpliquée qui a hanté leur vie avait une cause, un nom, un visage. Le choc est immense. Certains reconnaissent immédiatement un détail, une boucle d'oreille, une coiffure typique d'une époque révolue. D'autres refusent d'y croire, préférant l'incertitude à la brutalité de la vérité. Ces réactions contrastées soulignent une dimension souvent ignorée des affaires criminelles de grande ampleur. Le temps n'efface pas la douleur, il la transforme, il la rend parfois plus fragile encore. Pendant ce temps, Samuel Little observe ces réactions à distance, sans y participer émotionnellement. Lorsqu'on lui parle des familles, il écoute, mais son regard reste ailleurs, comme s'il contemplait une toile invisible. Ce détachement glace les enquêteurs, mais il les aide aussi à comprendre que le moteur de Little n'est pas la souffrance infligée, mais la maîtrise exercée. Il ne tue pas dans la rage. Il tue pour imposer un ordre qui n'existe que pour lui. Cette compréhension change la manière dont les autorités présentent l'affaire au public. Les conférences de presse se font plus prudentes, moins sensationnalistes. On parle d'échecs systémiques, de victimes oubliées, de justice tardive. Pourtant, les médias, eux, s'emparent de la figure du tueur avec une fascination ambiguë. Les titres évoquent l'ampleur, les chiffres potentiels, la comparaison avec d'autres tueurs en série célèbres. Samuel Little devient un objet de débat, parfois même de fascination malsaine, ce qui provoque l'indignation de certains proches de victimes. Comment peut-on encore transformer cet homme en personnage alors que tant de femmes ont été effacées 2 fois, une première fois par la mort, une seconde par l'oubli? Cette question traverse toute l'affaire comme une ligne de fracture morale. Dans les prisons, Little sent cette attention nouvelle. Il la goûte sans jamais l'avouer. Il continue à dessiner, même lorsque sa santé décline. Ses mains tremblent. Parfois, mais les traits restent sûrs. Chaque portrait est accompagné d'un commentaire factuel. Une ville, une année approximative, parfois un surnom. Jamais un prénom complet. Comme s'il refusait inconsciemment de rendre aux victimes une identité totalement humaine. Les psychologues qui l'évaluent notent cette ambivalence. Little coopère, mais il ne se livre pas. Il donne des informations, mais conserve le contrôle narratif. Il ne répond pas aux questions sur ses émotions, détourne la conversation lorsqu'on aborde sa propre enfance. Son passé reste flou, fragmenté, presque volontairement effacé. Et plus les enquêteurs avancent, plus ils réalisent que comprendre Samuel Little ne permettra pas d'expliquer ses crimes de manière satisfaisante. Il n'y a pas de traumatisme unique, pas de moment fondateur évident. Il y a une accumulation de négligence, de violences ordinaires, de silence institutionnel. Little n'est pas une anomalie surgie de nulle part, il est le produit extrême d'un environnement qui a laissé trop de failles ouvertes. Cette idée est difficile à accepter, car elle déplace la responsabilité. Elle oblige à regarder au-delà de l'individu pour interroger la société qui l'a rendu possible. Et pourtant, malgré cette analyse plus large, le visage de Samuel Little reste au centre. Vieilli, affaibli, parfois confus, mais toujours lucide lorsqu'il s'agit de ses crimes. Il sait qu'il ne sortira jamais de prison. Il sait aussi que son corps le trahit. Cette conscience de la fin proche donne à ses paroles une urgence particulière. Il parle comme quelqu'un qui veut terminer une œuvre avant de disparaître. Non par repentir, mais par besoin de clôture. Chaque affaire élucidée est pour lui une pièce de plus ajoutée à un puzzle macabre dont il est à la fois l'auteur et le seul spectateur pleinement conscient. Et tandis que les autorités continuent de recenser, de confirmer, de recouper, une question demeure, lourde, obsédante. Combien de victimes resteront à jamais sans nom, même après ses aveux? Car même la mémoire obsessionnelle de Samuel Little a ses limites. Et dans ces zones d'ombre réside peut-être la partie la plus insupportable de cette affaire, celle où la justice ne pourra jamais totalement réparer ce qui a été détruit. Lorsque les enquêteurs commencent à mesurer l'ampleur réelle des crimes de Samuel Little, une nouvelle phase s'ouvre, plus silencieuse, mais aussi plus lourde de conséquences, car il ne s'agit plus seulement d'écouter un homme parler de ses actes, mais de confronter des institutions entières à leurs propres manquements. Dans plusieurs États, des équipes spécialisées sont constituées pour réexaminer des dossiers classés depuis des décennies, et chaque réunion ressemble à une séance d'autopsie administrative, où l'on dissèque des rapports bâclés,
des erreurs de procédure, des hypothèses jamais vérifiées. Les policiers les plus expérimentés ressentent une gêne profonde, presque physique, en découvrant à quel point certaines morts ont été expédiées en quelques lignes, sans enquête approfondie, simplement parce que la victime appartenait à ce que l'on appelle pudiquement une population à risque. Samuel Little, de sa cellule, devient malgré lui un fil conducteur reliant ses échecs. Il écoute les descriptions des dossiers, parfois corrige un détail, parfois hoche la tête comme pour confirmer ce que les enquêteurs savent déjà. Personne ne cherchait vraiment ces femmes. Ce constat, répété encore et encore, transforme peu à peu l'affaire en un miroir brutal de la hiérarchie implicite des vies humaines. Dans ce contexte, chaque portrait dessiné par Little prend une dimension presque accusatrice. Les traits sont simples, mais expressifs, et certains agents avouent ressentir un malaise en les regardant trop longtemps, comme si ces visages les observaient à leur tour, exigeant des comptes. Pourtant, malgré cette charge émotionnelle, le travail continue, méthodique, lent, souvent ingrat. Des dates sont croisées avec des registres de personnes disparues, des lieux sont comparés à d'anciens rapports d'intervention, des témoignages oubliés sont relus avec un regard neuf. Dans certains cas, les aveux de Little permettent de confirmer des soupçons anciens que personne n'avait osé formaliser. Dans d'autres, ils ouvrent des pistes totalement inédites, révélant des crimes passés sous le radar de toute logique criminelle classique. Cette phase d'enquête met également en lumière un autre aspect troublant de Samuel Little, sa capacité à se souvenir de la géographie émotionnelle de ses crimes. Il ne se contente pas de citer une ville ou un État, il décrit l'atmosphère d'un quartier, l'odeur d'un bar, la lumière d'un lampadaire, comme si ces éléments faisaient partie intégrante du meurtre. Pour lui, l'environnement n'est pas un décor, mais un partenaire silencieux. Cette précision renforce la crédibilité de ses propos, mais elle accentue aussi le sentiment de vertige chez ceux qui l'écoutent. Comment un homme ayant mené une vie aussi chaotique peut-il posséder une mémoire aussi structurée lorsqu'il s'agit de tuer ? Les psychologues avancent des hypothèses, parlent de compartimentation mentale, de dissociation, de narcissisme profond, mais aucune explication ne semble totalement satisfaisante. Samuel Little échappe aux catégories rassurantes. Il n'est ni un tueur impulsif, ni un stratège brillant. Il est quelque chose de plus dérangeant, un homme ordinaire qui a trouvé dans la répétition du crime une forme de stabilité intérieure. À mesure que ces éléments émergent, la communication autour de l'affaire devient de plus en plus délicate. Les autorités doivent informer le public sans alimenter une fascination malsaine. Les conférences de presse mettent désormais l'accent sur les victimes, sur leurs histoires, sur la nécessité de leur rendre une place dans la mémoire collective. Mais cet effort se heurte à une réalité médiatique implacable. Le visage de Samuel Little attire plus l'attention que ceux de ses victimes. Cette asymétrie provoque des tensions, notamment avec des associations de défense des droits des femmes et des communautés afro-américaines, qui dénoncent une narration encore centrée sur le bourreau. Dans ce climat tendu, certains enquêteurs commencent à douter. Faut-il continuer à interroger Little, à lui offrir cet espace de parole, au risque de renforcer son sentiment de toute-puissance ? Ou faut-il se concentrer uniquement sur les dossiers, en le réduisant au silence ? La réponse n'est jamais tranchée. Car chaque nouvelle information obtenue permet potentiellement de fermer un chapitre douloureux pour une famille. Et cette perspective l'emporte souvent sur les considérations éthiques abstraites. Samuel Little, conscient de ce dilemme, en joue parfois subtilement. Il se montre coopératif un jour, distant le lendemain, comme s'il testait les limites de l'attention qu'on lui porte. Cette dynamique crée une relation étrange entre le tueur et les enquêteurs, une relation asymétrique mais néanmoins chargée d'une tension presque psychologique. Certains agents reconnaissent, à contre-cœur, ressentir une forme de fatigue morale, un épuisement né de cette proximité prolongée avec un homme qui ne manifeste aucun regret. La question du remords revient souvent dans les discussions internes. Samuel Little regrette-t-il quelque chose ? Lorsqu'on le lui demande directement, il élude, répond par des phrases vagues, parle du passé comme d'un autre monde. Ce silence sur la culpabilité renforce l'impression que, pour lui, le mal n'est pas un choix, mais un état. Et c'est peut-être là que réside l'aspect le plus glaçant de l'affaire, l'absence totale de conflit intérieur visible. À l'extérieur de la prison, l'affaire continue de s'étendre, révélant non seulement des crimes, mais aussi une géographie de l'abandon, des zones entières où les disparitions n'étaient qu'un bruit de fond. À l'intérieur, Samuel Little vieillit, son corps décline, mais son esprit reste accroché à ces images qu'il a créées. Chaque portrait achevé est comme un point final posé sur une vie qu'il a prise. Et tandis que les enquêteurs tentent de réparer ce qui peut encore l'être, une certitude s'impose lentement. Même avec toute la bonne volonté du monde, certaines blessures laissées par Samuel Little resteront ouvertes, non pas à cause de ce qu'il a fait, mais à cause du temps et de l'indifférence qui l'ont protégé si longtemps. Avec le temps,
l'affaire Samuel Little cesse d'être seulement une enquête criminelle pour devenir une expérience humaine éprouvante pour tous ceux qui s'en approchent, car plus les crimes sont confirmés, plus le poids moral de cette vérité devient difficile à porter. Les enquêteurs, désormais rompus à l'écoute des récits du tueur, commencent à remarquer un glissement subtil dans leur propre perception du temps. Les décennies se superposent, les villes se confondent, et les visages dessinés par Little semblent flotter hors de toute chronologie, comme si l'histoire refusait de rester ordonnée. Chaque nouvelle confirmation ne procure plus le soulagement espéré, mais une forme de lassitude douloureuse, celle qui naît lorsqu'on comprend que réparer ne suffira jamais à compenser l'ampleur de la destruction. Dans certains commissariats, des agents demandent à être retirés de l'enquête, incapables de supporter plus longtemps cette immersion dans une violence froide, répétitive, dépourvue de toute justification émotionnelle. D'autres, au contraire, s'accrochent à leur rôle avec une détermination presque obstinée, convaincus que renoncer serait une seconde trahison envers les victimes. Samuel Little observe ces mouvements à distance, sans y participer ouvertement, mais il en perçoit les effets. Il sent lorsque l'attention faiblit, lorsque la fatigue s'installe, et il ajuste son comportement en conséquence. Il parle davantage certains jours, se tait complètement d'autres, comme s'il réglait lui-même le rythme de l'enquête. Cette capacité à influencer encore, même enfermé, renforce l'impression qu'il n'a jamais vraiment perdu le contrôle. Pourtant, derrière cette façade d'assurance, des signes de fragilité apparaissent. Sa santé décline rapidement. Les médecins notent des troubles cognitifs légers, des moments de confusion, des pertes de mémoire ponctuelles qui contrastent avec la précision presque photographique de certains souvenirs. Cette contradiction intrigue les spécialistes. Comment un esprit peut-il s'effriter tout en conservant intactes les images les plus sombres de son passé ? Certains avancent que ces souvenirs sont devenus une structure fondamentale de son identité, un socle sur lequel tout le reste peut s'effondrer sans conséquence. Pour Little, oublier un meurtre serait comme perdre une partie de lui-même. Cette idée donne une nouvelle dimension à ses dessins. Ils ne sont plus seulement des outils d'enquête, mais aussi des encres, des tentatives désespérées de fixer ce qui pourrait disparaître. Dans les salles d'archives, les portraits s'accumulent, soigneusement classés, numérotés, associés à des dossiers parfois encore vides. Chaque dessin est une promesse incertaine, celle de rendre un nom à un visage, mais aussi le rappel brutal de toutes les promesses qui ne pourront jamais être tenues. Les familles, de leur côté, vivent cette phase avec une intensité variable. Certaines trouvent dans ces confirmations tardives une forme de paix fragile, la certitude que leur proche n'a pas simplement disparu, qu'il y a eu un responsable, même si la justice arrive trop tard. D'autres refusent tout contact avec l'enquête, considérant que rouvrir ces blessures ne ferait qu'ajouter de la douleur à la douleur. Les autorités tentent de respecter ces choix, conscientes que la vérité, aussi nécessaire soit-elle, n'est pas toujours libératrice. Cette tension entre devoir de mémoire et respect de la souffrance individuelle traverse toute l'affaire. Elle se manifeste aussi dans les débats publics qui entourent désormais Samuel Little. Certains commentateurs insistent sur l'importance historique de ses aveux, sur ce qu'ils révèlent des failles du système judiciaire américain. D'autres dénoncent une forme de complaisance, accusant les médias de transformer un tueur en figure presque mythique. Cette polarisation reflète une difficulté plus profonde à penser le mal sans le spectacularizer. Samuel Little devient un symbole encombrant, utilisé tantôt pour dénoncer, tantôt pour fasciner, rarement pour comprendre véritablement. Dans ce contexte, les enquêteurs tentent de recentrer leur travail sur l'essentiel, les faits. Ils interrogent Little sur des détails concrets, des itinéraires, des descriptions de lieux qui pourraient encore exister. Parfois, une information apparemment anodine permet de débloquer un dossier. Une station-service, un motel, un bar disparu depuis longtemps deviennent des points d'ancrage pour des reconstitutions tardives. Chaque succès, aussi minime soit-il, est accueilli avec une satisfaction discrète, presque coupable, car il s'accompagne toujours de la conscience de tout ce qui reste hors d'atteinte. Samuel Little, de son côté, semble se détacher progressivement de l'idée même de collaboration. Il parle moins spontanément, comme si l'énergie nécessaire pour maintenir ce récit continu lui manquait. Lorsqu'il dessine encore, ses traits sont plus lents, parfois hésitants. Certains portraits restent inachevés, laissant apparaître des visages sans regard, des contours flous, comme si la mémoire elle-même refusait d'aller plus loin. Ces dessins incomplets provoquent un malaise particulier chez ceux qui les examinent. Ils suggèrent une frontière, un point au-delà duquel même l'auteur ne peut plus accéder à ses propres souvenirs. Cette limite impose une forme de clôture involontaire à l'enquête. Les autorités comprennent alors que le temps joue désormais contre elles. Chaque jour qui passe augmente le risque que des informations disparaissent définitivement, emportées par la dégradation physique et mentale de Samuel Little. Cette urgence redonne une intensité nouvelle aux interrogatoires, mais elle s'accompagne aussi d'une forme de résignation.
Car même si toutes les victimes identifiables l'étaient, même si chaque portrait trouvait un nom, il resterait toujours une part d'ombre, une zone irréductible de non-savoir. Et peut-être est-ce cette zone qui définit le mieux l'affaire Samuel Little. Non pas seulement par l'horreur de ses crimes, mais parce qu'il révèle de l'incapacité collective à voir, à protéger, à relier les signes avant qu'il ne soit trop tard. À mesure que cette réalité s'impose, l'enquête se transforme en un exercice de lucidité douloureuse, où chaque avancée est aussi un rappel des limites de la justice humaine. Et dans sa cellule, Samuel Little, affaibli mais toujours présent, demeure le centre immobile autour duquel gravitent ses tentatives tardives de réparation, comme un rappel constant que certaines vérités arrivent toujours trop tard pour empêcher l'irréparable. À ce stade de l'enquête, quelque chose se modifie imperceptiblement dans la relation entre Samuel Little et ceux qui l'écoutent, car la dynamique n'est plus celle d'une extraction méthodique d'informations, mais celle d'une course silencieuse contre l'effacement. Le temps, qui avait longtemps protégé le tueur en diluant ses crimes dans l'oubli, devient désormais son ennemi commun avec les enquêteurs. Chaque entretien commence avec la conscience aiguë que certaines réponses pourraient être les dernières, non parce que Little refuse de parler, mais parce que son esprit vacille, se dérobe par moments, comme une lumière qui clignote avant de s'éteindre. Les agents notent ces changements avec une attention presque clinique. Phrases interrompues, dates confondues, silence inhabituel. Et pourtant, au milieu de ces signes de déclin, surgissent encore des éclairs de précision glaçante. Little peut oublier le jour de la semaine, mais se souvenir parfaitement de la couleur d'une robe portée 40 ans plus tôt, ou de la manière exacte dont une victime a tourné la tête au dernier instant. Cette dissociation renforce l'impression que la violence n'est pas seulement un souvenir parmi d'autres, mais une structure centrale autour de laquelle tout le reste s'est organisé. Les psychologues parlent alors de mémoire émotionnelle figée, d'images ancrées dans une zone du cerveau moins vulnérable à l'érosion. Mais ces explications, aussi rationnelles soient-elles, ne dissipent pas le malaise ressenti par ceux qui assistent à ces entretiens. Il y a dans cette persistance une forme d'obstination presque inhumaine, comme si le crime refusait de mourir avec son auteur. À l'extérieur, l'affaire continue de produire des répercussions concrètes. Des services de police revoient leurs protocoles, mettent en place des bases de données interconnectées, citent Samuel Little comme un exemple extrême des dangers liés à la fragmentation des enquêtes. Des formations sont organisées pour sensibiliser les agents à la disparition de personnes issues de milieux précaires. Ces changements, bien que nécessaires, portent en eux une ironie amère. Ils arrivent trop tard pour celles qui ont déjà été tuées. Cette temporalité décalée nourrit un sentiment d'impuissance chez certains acteurs institutionnels, qui ont le sentiment de réparer un navire après le naufrage. Les familles, elles, suivent ces évolutions avec une attention mêlée de scepticisme. Pour beaucoup, aucune réforme ne pourra compenser les années de silence, les appels restés sans réponse, les dossiers refermés trop vite. Et pourtant, certaines trouvent dans cette reconnaissance tardive une forme de validation, la preuve que leur douleur n'était pas imaginaire, que leurs proches n'avaient pas simplement disparu dans l'indifférence générale. Cette reconnaissance, aussi tardive soit-elle, devient alors un enjeu central de l'affaire. Samuel Little, sans jamais l'exprimer clairement, semble conscient de ce pouvoir symbolique. Lorsqu'il accepte de dessiner encore, malgré la fatigue, il le fait avec une lenteur presque cérémonielle, comme s'il mesurait l'importance de chaque trait. Certains enquêteurs se demandent s'il perçoit ces moments comme une dernière scène, un dernier acte où il peut encore imposer son rythme. Cette hypothèse est difficile à vérifier, car Little reste insaisissable sur ses motivations profondes. Il ne se justifie pas. Il n'explique pas. Il décrit. Cette absence de narration morale frustre ceux qui cherchent un sens, une logique réconfortante. Elle oblige à accepter que certaines violences n'ont pas de raison intelligible, seulement des circonstances favorables. Dans les médias, l'attention commence à faiblir. Les grandes révélations ont déjà eu lieu. Les chiffres ont été répétés. Le public se lasse, comme il se lasse toujours, et cette lassitude devient à son tour un objet d'analyse pour les sociologues. Combien de temps une société peut-elle regarder l'horreur avant de détourner les yeux? L'affaire Samuel Little offre une réponse brutale. Pas très longtemps. Ce reflux médiatique soulage certains proches de victimes, qui se disent fatigués de voir le nom du tueur revenir sans cesse. Mais il inquiète aussi les enquêteurs, qui craignent que la baisse d'attention n'entraîne une diminution des ressources allouées aux cold cases encore ouverts. Dans ce contexte, chaque nouvelle identification devient un événement presque discret, annoncé sans éclat, mais vécu intensément par ceux qu'elle concerne directement. La justice, ici, n'est plus spectaculaire. Elle est lente, fragmentaire, souvent imparfaite. Et peut-être est-ce là sa forme la plus honnête. Samuel Little, de son côté, semble s'éteindre progressivement. Les entretiens sont plus courts. Les pauses plus fréquentes. Lorsqu'on lui demande s'il reste des victimes dont il n'a pas parlé, il répond parfois par un haussement d'épaule, parfois par un silence qui en dit long.
Ce silence n'est pas une provocation. Il ressemble davantage à une limite atteinte, à un mur intérieur contre lequel même sa volonté ne peut plus rien. Cette frontière finale impose une réflexion douloureuse. Toute enquête dépend, à un moment donné, de la mémoire humaine, et cette mémoire est faillible, mortelle. Les enquêteurs doivent accepter que certaines réponses disparaîtront avec lui, laissant derrière elles des questions sans solution. Cette acceptation marque un tournant émotionnel. L'affaire n'est plus perçue comme un puzzle à compléter, mais comme un récit dont certains chapitres resteront à jamais manquants. Et dans cette incomplétude se trouve peut-être la vérité la plus difficile à admettre. La justice humaine n'est jamais totale. Elle est faite de tentatives, de réparations partielles, de gestes symboliques qui n'effacent pas le passé, mais qui tentent de le rendre supportable. Samuel Little, affaibli, silencieux par moments, reste néanmoins présent comme une figure centrale, non plus par sa puissance, mais par ce qu'il incarne désormais, la limite ultime de toute enquête, celle où le temps, l'oubli et la mort finissent par reprendre leurs droits. À mesure que l'affaire entre dans cette phase de maturité sombre, un changement profond s'opère dans la manière dont Samuel Little est perçu, non plus seulement comme un individu responsable d'actes innommables, mais comme un révélateur brutal de mécanismes sociaux longtemps tolérés, presque normalisés. Les enquêteurs, désormais moins nombreux mais plus spécialisés, travaillent dans une atmosphère étrange où l'urgence a laissé place à une forme de gravité résignée. Ils savent que chaque information arrachée à la mémoire défaillante de Little est précieuse, mais ils savent aussi qu'aucune révélation ne provoquera plus de choc collectif majeur. Le monde a déjà été horrifié, puis rassasié d'horreur. Cette prise de conscience transforme leur rapport au travail. Il ne s'agit plus de faire la une des journaux, mais d'aller au bout par respect, presque par devoir moral. Samuel Little, lui, ressent ce changement sans qu'on ait besoin de le lui expliquer. Il comprend que l'attention s'est déplacée, que le regard posé sur lui n'est plus chargé de curiosité, mais d'une fatigue lucide. Cette évolution ne le met pas en colère. Elle semble au contraire l'apaiser d'une manière troublante, comme si la fin progressive de l'intérêt extérieur correspondait à son propre épuisement intérieur. Lors des entretiens, il parle moins de faits précis et davantage d'impressions diffuses, d'ambiance, de sensations physiques liées à certaines périodes de sa vie. Ces descriptions, moins exploitables juridiquement, n'en sont pas moins révélatrices. Elles dessinent le portrait d'un homme qui a vécu en permanence dans une zone grise, ni totalement intégré, ni complètement rejeté, profitant de cette position intermédiaire pour agir sans être remarqué. Les psychologues notent que Little semble enfin conscient de sa finitude. Il évoque la mort non pas avec peur, mais avec une neutralité presque administrative, comme un événement attendu depuis longtemps. Cette attitude déstabilise ceux qui l'écoutent, car elle ne correspond ni à la repentance ni au déni. Elle ressemble plutôt à une acceptation sèche, dénuée de toute dimension morale. À l'extérieur, l'affaire commence à être intégrée dans des réflexions plus larges sur la criminalité sérielle. Des conférences universitaires, des articles spécialisés, des formations professionnelles utilisent désormais le cas Samuel Little comme un exemple extrême de convergence entre violence individuelle et défaillance systémique. On parle de biais institutionnels, de racisme structurel, de hiérarchisation implicite des victimes. Ces analyses, nécessaires, ont cependant un effet paradoxal. Elles éloignent encore un peu plus les victimes de la narration principale, les transformant en illustration d'un concept plutôt qu'en individus singuliers. Certains proches s'en indignent, refusant que leurs disparus deviennent des objets d'études abstraits. D'autres, au contraire, y voient une manière de donner un sens à l'absurde, d'inscrire leur douleur dans un combat plus vaste pour que cela ne se reproduise pas. Cette divergence de réaction montre à quel point la mémoire collective est un terrain instable, traversé de tensions irréconciliables. Samuel Little, informé de ces débats, reste étonnamment indifférent. Lorsqu'on lui rapporte qu'il est étudié, analysé, disséqué intellectuellement, il hausse les épaules. Ce qu'il a fait ne change pas. Ce que les autres en disent ne l'affecte plus vraiment. Cette indifférence finale renforce le sentiment d'inachevé qui entoure l'affaire. Car sans reconnaissance de la faute, sans expression de regret, le processus de justice semble incomplet, comme une phrase interrompue. Pourtant, certains enquêteurs commencent à accepter cette absence comme une donnée irréductible. Ils comprennent que la quête d'une explication psychologique satisfaisante est parfois une illusion rassurante, une manière d'éviter de regarder en face une réalité plus dérangeante. Certaines personnes commettent des atrocités non parce qu'elles sont incompréhensibles, mais parce que les conditions leur ont permis de le faire sans être arrêtées. Cette lucidité, dure à accepter, modifie la manière dont les derniers dossiers sont traités. Les équipes se concentrent désormais sur la documentation, sur la préservation des informations, sur la transmission. Il s'agit de laisser une trace fiable pour l'avenir, de s'assurer que ces histoires ne se perdront pas à nouveau. Samuel Little devient alors moins une source qu'un point de référence figé,
un repère sombre autour duquel s'organise un travail de mémoire. Ces derniers dessins, rares, sont analysés avec une attention presque excessive. Chaque trait tremblé, chaque détail omis est interprété comme un indice potentiel de ce qui s'efface. Certains portraits restent anonymes, sans correspondance possible, et cette absence de résolution pèse lourdement sur les équipes. Elle rappelle que même lorsque le responsable est identifié, même lorsqu'il parle, la vérité peut rester partielle. Cette constatation impose une humilité nouvelle aux institutions impliquées. À la fin des entretiens, Samuel Little apparaît de plus en plus souvent fatigué, parfois confus, parfois étonnamment lucide. Il semble osciller entre deux états, comme s'il glissait lentement hors du récit qu'il a lui-même alimenté pendant des années. Lorsqu'un enquêteur lui demande un jour s'il souhaite ajouter quelque chose, il reste silencieux pendant de longues secondes, puis répond simplement qu'il a déjà tout dit, même s'il sait que ce n'est pas vrai. Cette phrase, anodine en apparence, résonne comme une conclusion implicite. Elle marque le moment où l'affaire cesse progressivement d'être active pour devenir historique. À partir de là, ce sont les archives, les rapports, les témoignages indirects qui prendront le relais. Samuel Little, affaibli, s'éloigne du centre de la scène, non pas parce qu'il est absous ou compris, mais parce que le temps reprend inexorablement son rôle. Et dans ce retrait progressif se joue peut-être la dernière injustice de cette affaire. Même face à l'un des pires tueurs en série de l'histoire américaine, la société finit par détourner le regard, laissant derrière elle un silence lourd, chargé de noms retrouvés, de visages dessinés, et de trop nombreuses absences qui ne pourront jamais être comblées. À partir du moment où l'affaire bascule définitivement dans le domaine de la mémoire plutôt que de l'actualité, un autre travail commence, plus discret encore, mais tout aussi essentiel, celui de la reconstruction narrative, car il ne suffit pas d'identifier des victimes ou de confirmer des aveux pour refermer une histoire aussi vaste, il faut aussi décider comment elle sera racontée, transmise, comprise par ceux qui viendront après. Les enquêteurs, désormais épaulés par des archivistes, des historiens du crime et parfois même des sociologues, se retrouvent confrontés à une responsabilité nouvelle. Transformer un chaos de données, de récits fragmentés et de silence en une trace cohérente, sans trahir la complexité ni céder à la tentation de simplifier. Samuel Little, bien que toujours vivant, n'est plus au centre de ce processus. Il devient une source figée, presque figée dans le temps, dont les paroles ont été enregistrées, classées, analysées, mais qui ne produisent plus rien de réellement nouveau. Cette transition est étrange pour ceux qui ont travaillé si longtemps dans l'urgence. Elle impose un changement de posture, un ralentissement, une distance émotionnelle difficile à instaurer après des années d'immersion. Les dossiers s'empilent dans des salles sécurisées, accompagnés des dessins, des transcriptions d'entretiens, des cartes annotées. Chaque élément est traité avec un soin presque cérémoniel, comme s'il s'agissait de fragments d'un patrimoine sombre qu'il faudrait préserver sans le sacraliser. Cette tension entre conservation et refus de glorification traverse tout le travail mémoriel autour de l'affaire. Comment archiver sans mythifier? Comment transmettre sans nourrir la fascination? Ces questions, longtemps secondaires, deviennent centrales. Dans certaines juridictions, des discussions s'engagent sur la manière de présenter ces documents au public, sur l'opportunité de les rendre accessibles, sur les risques d'une exposition excessive. Les familles de victimes sont parfois consultées, parfois non, ce qui ravive des tensions anciennes. Certaines souhaitent que tout soit montré, convaincues que la visibilité est une forme de justice. D'autres préfèrent le silence, craignant que la répétition des récits ne ravive une douleur jamais cicatrisée. Ces divergences montrent à quel point la notion de clôture est relative. Pour l'institution, l'affaire peut être close administrativement. Pour les proches, elle ne l'est jamais vraiment. Samuel Little, dans sa cellule, perçoit à peine ces débats. Son univers s'est rétréci. Les jours se ressemblent. Les entretiens se sont espacés, puis presque arrêtés. Lorsqu'on lui parle encore de ses crimes, il écoute sans toujours reconnaître ce qu'il a lui-même raconté. Cette perte progressive de cohérence narrative est observée avec une attention mêlée de tristesse et de soulagement. Tristesse, parce qu'elle signifie la disparition définitive d'informations potentielles. Soulagement, parce qu'elle marque la fin d'une relation asymétrique où le tueur conservait une forme de pouvoir symbolique. Sa parole n'est plus centrale. Elle est archivée. Cette bascule est essentielle pour ceux qui ont longtemps craint que l'affaire ne soit dominée par la voix du bourreau. Désormais, l'accent est mis sur les victimes, sur ce que l'on sait d'elles, même lorsque ces informations sont minces. Des équipes tentent de reconstituer des fragments de vie à partir de registres, de témoignages indirects, de souvenirs partiels. Ces reconstitutions sont imparfaites, parfois frustrantes, mais elles permettent de redonner une épaisseur humaine à des noms longtemps réduits à des lignes dans un rapport. Ce travail patient contraste fortement avec la brutalité des crimes. Il s'agit moins de comprendre comment elles sont mortes que de rappeler qu'elles ont vécu.
Cette inversion du regard est souvent décrite par les enquêteurs comme l'aspect le plus difficile et le plus nécessaire de toute l'affaire. Elle exige une sensibilité différente, une attention aux détails ordinaires, à ce qui n'est pas spectaculaire. Pendant ce temps, dans le monde académique et médiatique, le nom de Samuel Little commence à perdre de sa force évocatrice. Il est cité, bien sûr, mais sans la charge émotionnelle initiale. Il devient un cas parmi d'autres, certes extrême, mais intégré dans une typologie. Cette normalisation est à double tranchant. Elle permet une analyse plus sereine, mais elle risque aussi de diluer l'horreur dans l'abstraction. Certains chercheurs mettent en garde contre ce glissement, rappelant que derrière chaque chiffre se cache une histoire singulière. D'autres estiment au contraire que cette distanciation est nécessaire pour éviter la fascination. Ce débat reflète une tension plus large dans notre rapport au crime, entre la nécessité de comprendre et le danger de trop regarder. Samuel Little, réduit à une silhouette vieillissante dans un établissement pénitentiaire, n'incarne plus ce débat. Il en est devenu l'objet passif. Sa disparition progressive de la scène symbolique est presque totale lorsque sa santé se détériore brutalement. Les rapports médicaux évoquent une fin proche. Cette information circule discrètement, sans annonce officielle. Il n'y a plus d'attente, plus de suspense. Juste la certitude que le dernier témoin direct de ces crimes est en train de s'éteindre. Cette perspective provoque des réactions contrastées. Certains proches de victimes ressentent une colère sourde, convaincus que la mort du tueur lui offrira une échappatoire. D'autres y voient une étape inévitable, presque secondaire par rapport à ce qui a déjà été perdu. Les enquêteurs, eux, accueillent cette nouvelle avec une sobriété professionnelle. Ils savent que l'essentiel du travail est déjà derrière eux, et que ce qui reste à faire relève davantage de la transmission que de l'enquête. À ce stade, l'affaire Samuel Little n'est plus une course contre un homme, mais une lutte contre l'oubli. Et cette lutte ne se gagne pas par des aveux ou des condamnations, mais par une vigilance constante, par le refus de laisser ces histoires retomber dans le silence qui les a si longtemps entourées. Dans cette phase finale de la mémoire active, une question persiste, discrète mais tenace. Qu'est-ce que l'on retient vraiment d'une telle affaire ? Le nom du tueur, ses dessins, les chiffres ? Ou bien les failles qu'elle révèle, les vies qu'elle rappelle, les responsabilités qu'elle met en lumière ? La réponse à cette question déterminera la manière dont cette histoire continuera d'exister, bien après que Samuel Little lui-même aura disparu. Lorsque la mort de Samuel Little devient une certitude imminente plutôt qu'une hypothèse lointaine, un silence particulier s'installe autour de l'affaire, un silence qui n'est ni apaisé ni dramatique, mais chargé d'une tension diffuse, comme si chacun pressentait que quelque chose allait se clore sans jamais vraiment se résoudre. Les autorités pénitentiaires communiquent peu, se contentant de bulletins médicaux sobres, presque impersonnels. Aucun dispositif exceptionnel n'est mis en place. Il n'y a pas de veillée médiatique, pas de caméra massée devant la prison. Cette absence de spectacle marque une rupture nette avec les grandes figures criminelles du passé, dont la fin suscitait souvent une fascination morbide. Samuel Little s'éteint lentement dans l'indifférence relative, et cette indifférence elle-même devient un objet de réflexion pour ceux qui ont suivi l'affaire depuis ses débuts. Certains y voient une forme de justice tardive, d'autres une preuve supplémentaire que même l'horreur extrême finit par lasser. Dans les services d'enquête, cette période est consacrée à un travail de vérification finale. Les agents relisent les transcriptions, croisent une dernière fois les informations, tentent de consolider ce qui peut l'être avant que la source ne disparaisse définitivement. Cette activité a quelque chose de presque rituel, comme un dernier passage en revue avant la fermeture d'un dossier monumental. Pourtant, malgré cette rigueur, tous savent que certaines zones resteront floues. Des dates imprécises, des lieux mal identifiés, des victimes sans correspondance claire continueront d'exister en marge de la vérité officielle. Cette incomplétude n'est plus vécue comme un échec personnel, mais comme une donnée structurelle de l'affaire. Elle est acceptée, documentée, intégrée. Cette acceptation marque une évolution importante dans la culture professionnelle des équipes impliquées. Il ne s'agit plus de promettre une justice totale, mais une honnêteté maximale. À l'extérieur, les proches de victimes réagissent diversement à l'annonce de la fin prochaine du tueur. Pour certains, elle n'a aucun impact émotionnel. Leur deuil ne dépend plus de lui depuis longtemps. Pour d'autres, elle ravive une colère ancienne, l'impression qu'il échappe une dernière fois à une confrontation morale. L'idée qu'il puisse mourir sans avoir exprimé le moindre remords est difficile à supporter. Mais cette attente d'un aveu émotionnel est de plus en plus interrogée par les professionnels du deuil, qui rappellent que la reconnaissance de la faute par l'auteur n'est pas une condition nécessaire à la guérison. Cette distinction, pourtant essentielle, est loin d'être évidente à accepter pour ceux dont la vie a été brisée par la violence. Dans ce climat, certaines familles choisissent de prendre la parole publiquement, non pour parler de Samuel Little, mais pour raconter leurs proches disparus.
Ces témoignages, souvent discrets, parfois maladroits, déplacent le centre de gravité de l'affaire. Ils rappellent que derrière chaque portrait dessiné se trouvait une personne avec des habitudes, des rêves modestes, des relations complexes. Cette réhumanisation tardive agit comme un contrepoids nécessaire à des années de focalisation sur le bourreau. Les médias, dans l'ensemble, relaient ces récits avec une prudence nouvelle, conscients du risque de retomber dans une narration sensationnaliste. Cette retenue, même imparfaite, marque une évolution notable dans le traitement médiatique du crime. Samuel Little, désormais presque absent du débat public, devient une figure secondaire, un nom parmi d'autres dans une histoire plus vaste. Cette disparition symbolique précède sa disparition physique. Lorsqu'il meurt finalement, l'annonce est brève. Quelques lignes dans les journaux. Une mention factuelle dans les communiqués officiels. Aucune image marquante. Cette sobriété tranche avec l'ampleur de ceux qui l'a fait, et cette dissonance suscite des réactions contrastées. Certains estiment qu'il ne mérite rien de plus. D'autres y voient une occasion manquée de rappeler l'importance de l'affaire. Mais très vite, l'attention se déplace. La mort du tueur ne clôt rien. Elle change seulement la nature du travail à accomplir. Désormais, toute possibilité de clarification supplémentaire disparaît. Ce qui reste doit être géré sans lui. Les archives deviennent définitives. Les dessins prennent un statut particulier, à la fois preuves, documents historiques et objets profondément dérangeants. Leur conservation fait l'objet de discussions éthiques. Faut-il les exposer dans des contextes éducatifs? Les réserver aux chercheurs? Les garder hors de toute diffusion publique? Chaque option comporte des risques. Les décisions prises varient selon les institutions, reflétant l'absence de consensus sur la manière de traiter ce type de matériel. Cette pluralité de réponses souligne une vérité inconfortable. Il n'existe pas de modèle unique pour gérer l'héritage d'un crime aussi massif. Dans certaines villes, des cérémonies discrètes sont organisées en mémoire des victimes identifiées. Pas de monuments spectaculaires, mais des rassemblements modestes, parfois improvisés, où les noms sont lus à voix haute. Ces moments, loin des projecteurs, sont souvent décrits comme plus significatifs que toutes les grandes annonces officielles. Ils offrent un espace de recueillement qui n'avait jamais existé auparavant. Pour beaucoup, c'est là que se joue la véritable clôture, non pas dans la condamnation ou la mort du coupable, mais dans la reconnaissance collective de ce qui a été perdu. Les enquêteurs, eux, vivent cette période comme une transition. Certains quittent leurs fonctions, d'autres passent à de nouvelles affaires, emportant avec eux le poids de cette expérience. Ils savent que Samuel Little restera une référence, un cas cité, un exemple étudié. Mais ils savent aussi que rien de ce qu'ils ont appris ne garantit que cela ne se reproduira pas sous une autre forme. Cette lucidité est peut-être l'héritage le plus important de l'affaire. Elle oblige à rester vigilant, à ne jamais considérer les systèmes comme infaillibles, à écouter les disparitions même lorsqu'elles semblent ordinaires. À mesure que le temps passe, le nom de Samuel Little s'estompe, mais les questions qu'il soulève demeurent. Comment une société choisit-elle ce qu'elle voit et ce qu'elle ignore? Quelles vies sont jugées dignes d'attention? Et comment réparer, même partiellement, lorsque l'aveuglement a duré si longtemps? Ces questions n'ont pas de réponse simple. Elles constituent le véritable legs de cette histoire, bien au-delà des chiffres et des portraits. Et c'est peut-être dans cette persistance des interrogations, plutôt que dans la figure du tueur lui-même, que réside la seule forme de sens que l'on puisse extraire d'une affaire aussi profondément dérangeante. La salle d'interrogatoire n'avait rien de spectaculaire. Une table grise, 2 chaises métalliques, une lumière trop blanche qui ne laissait aucun refuge à l'ombre. Pourtant, c'est là que Samuel Little semblait le plus à l'aise. Il s'y installait comme un conteur devant son public, le dos légèrement voûté, les mains posées calmement sur ses genoux, les yeux brillants d'une attention presque bienveillante. Pour les enquêteurs, chaque séance devenait une traversée dangereuse. Un pas de travers, une question mal formulée, et l'homme repliait son récit, se murait dans le silence ou dérivait volontairement vers des détails insignifiants. Little aimait contrôler le rythme, décider quand une vérité pouvait être offerte et quand elle devait être retirée. Au fil des jours, les policiers comprirent que les aveux n'étaient pas une ligne droite, mais un labyrinthe. Samuel Little racontait un meurtre, puis enchaînait sur une anecdote de jeunesse, parlait d'un bar miteux en Californie, d'une dispute anodine, avant de revenir soudain à une scène de violence décrite avec une précision troublante. Ce n'était pas de l'oubli, c'était une stratégie. Il testait la patience, la résistance émotionnelle de ceux qui l'écoutaient. Chaque confession devenait une épreuve psychologique, autant pour lui que pour eux. Les dessins prirent une place centrale dans ce rituel. Little demandait du papier et des crayons, et ses mains, pourtant responsables de tant de morts, se faisaient étonnamment délicates. Il traçait des visages de femmes avec une attention presque amoureuse, une coiffure, un regard,
un pli de la bouche. Les enquêteurs observaient, partagés entre fascination et dégoût. Ces portraits n'étaient pas des œuvres d'art au sens noble, mais ils possédaient une force terrifiante. Ils redonnaient une identité à celles qui n'avaient été que des numéros dans des dossiers poussiéreux. Chaque trait devenait un indice, chaque détail un possible chemin vers une vérité oubliée. Mais Little n'offrait jamais tout. Lorsqu'un enquêteur tentait de relier un dessin à une disparition précise, il souriait, haussait les épaules, murmurait qu'il ne se souvenait plus du nom, ni même de l'année exacte. Puis, après un silence calculé, il lâchait un détail capital, une ville, un pont, un motel au bord d'une route. Ce jeu cruel obligeait les équipes à repartir sur le terrain, à fouiller des archives, à contacter des familles qui n'espéraient plus rien depuis des décennies. Chaque piste ouverte par Little était une blessure ouverte, mais aussi une chance de justice. Au fil des interrogatoires, une étrange relation se noua. Certains enquêteurs, malgré eux, commencèrent à reconnaître les signes annonciateurs d'un aveu important. Un changement de posture, une voix plus grave, un regard qui fuyait brièvement avant de se fixer sur un point invisible. Ils apprirent à attendre, à laisser le silence s'installer. Little détestait le vide, tôt ou tard, il le remplissait de mots. Et dans ces mots se cachaient souvent des révélations que personne n'aurait cru possibles. Pourtant, le doute planait constamment. Samuel Little disait-il toute la vérité? Avait-il réellement commis tous les crimes qu'il revendiquait? Certains policiers craignaient qu'il n'exagère, qu'il ne se construise un mythe personnel, une légende macabre destinée à lui survivre. Mais chaque fois qu'un détail apparemment insignifiant se révélait exact, chaque fois qu'un corps était retrouvé à l'endroit qu'il avait indiqué, le scepticisme reculait. La réalité dépassait l'imagination la plus sombre. Les aveux avaient aussi un impact profond sur les familles des victimes. Certaines étaient soulagées, d'autres en colère. Beaucoup éprouvaient une douleur renouvelée en apprenant les circonstances précises de la mort de leurs proches. Little, lui, semblait indifférent à ces répercussions. Il parlait de la mort comme d'un événement banal, presque administratif. Cette absence totale de remords renforçait l'image d'un homme pour qui les vies humaines n'avaient jamais eu de valeur intrinsèque. Les psychologues qui observaient les interrogatoires notaient une constante. Samuel Little se voyait comme un narrateur, pas comme un coupable. Il racontait, il décrivait, mais ne reconnaissait jamais la souffrance infligée. Pour lui, les crimes étaient des histoires dont il était à la fois l'auteur et le seul témoin fiable. Cette posture expliquait en partie son besoin irrépressible de parler. Il craignait que, sans ces récits, ces événements n'aient jamais existé. À mesure que la liste des victimes s'allongeait, la pression médiatique augmentait. Les journalistes parlaient d'un « monstre », d'un « record macabre ». Les enquêteurs, eux, tentaient de rester concentrés sur l'essentiel. Transformer ses aveux fragmentés en preuves solides, en dossiers capables de tenir devant un tribunal, même si Little était déjà condamné à finir ses jours en prison. La vérité, pensait-il, devait être établie non pour lui, mais pour celle qu'il avait effacée. Dans la salle d'interrogatoire, Samuel Little continuait à parler, parfois pendant des heures, parfois seulement quelques minutes. Chaque session laissait derrière elle une impression étrange, comme si un voile avait été légèrement soulevé sur un abîme insondable. Les enquêteurs sortaient épuisés, conscients qu'ils n'avaient exploré qu'un fragment de ce labyrinthe de mensonges et de vérités mêlées. Et pourtant, ils revenaient encore et encore, persuadés que chaque mot arraché à ce vieil homme pouvait offrir une forme de paix à quelqu'un, quelque part. Cette partie du travail n'avait rien d'héroïque. Elle était lente, répétitive, émotionnellement dévastatrice. Mais elle révélait une réalité essentielle. Face à un criminel comme Samuel Little, la justice n'est pas un coup d'éclat, mais une accumulation patiente de fragments, assemblés contre la volonté même de celui qui les a créés. Dans ce labyrinthe d'aveux, chaque pas comptait, même lorsqu'il semblait ne mener nulle part. Au cœur de l'affaire Samuel Little, il y avait une absence plus lourde que toutes les autres, l'absence de nom. Derrière chaque aveu, chaque dessin, chaque indication géographique griffonnée sur une carte froissée, se cachait une femme dont l'existence avait été effacée 2 fois. Une première fois par la violence, une seconde par l'oubli. Pour les enquêteurs, cette réalité devenait obsessionnelle. Ils ne cherchaient plus seulement à confirmer des crimes, mais à restituer des identités, à redonner une place humaine à celle que Samuel Little avait réduite à de simples souvenirs utilitaires dans son esprit. Little, lui, parlait des femmes comme on évoque des silhouettes croisées dans une rue des décennies plus tôt. Il se souvenait d'une robe, d'un rire, d'une manière de marcher, mais rarement d'un prénom. Lorsqu'on insistait, il fronçait les sourcils, comme si la question était inutile. Les noms n'avaient jamais compté pour lui. Ce qui restait, c'était l'image, parfois le visage, parfois seulement une impression. Cette dissociation glaçante révélait l'étendue de son détachement émotionnel. Les victimes n'étaient pas des personnes, mais des fragments d'un passé qu'il manipulait à sa guise.
Les équipes spécialisées commencèrent alors un travail titanesque. Elles comparaient les dessins de Little avec des photos de personnes disparues, fouillaient des bases de données oubliées, exhument des rapports de police jaunis. Chaque correspondance potentielle déclenchait une chaîne de vérification interminable. Un détail pouvait tout faire basculer. Une cicatrice dessinée sur une joue, une coiffure typique d'une époque, un bijou esquissé presque par hasard. Les enquêteurs apprirent à lire ces dessins comme des cartes, conscientes que la moindre erreur pouvait conduire à une fausse identification, et donc à une nouvelle injustice. Dans certaines villes, l'annonce de la réouverture d'anciens dossiers provoqua un mélange d'espoir et de peur. Des familles reçurent des appels qu'elles n'attendaient plus depuis 30 ou 40 ans. Certaines raccrochèrent en larmes, d'autres refusèrent d'écouter, incapables de rouvrir une plaie cicatrisée de force. Pour elles, Samuel Little n'était pas seulement un criminel. Il était la voix tardive d'une vérité qu'elles avaient appris à redouter autant qu'à désirer. La justice arrivait trop tard, mais elle arrivait quand même. Les enquêteurs, eux, portaient ce poids au quotidien. Chaque visage sans nom devenait une présence silencieuse dans leur esprit. Ils parlaient entre eux de « Jane Doe numéro 23 » ou de la femme du motel près de la route 66, mais derrière ces désignations administratives se cachait une frustration immense. Ils savaient que tant qu'un nom manquait, l'histoire restait incomplète. Samuel Little, malgré ses centaines d'aveux, conservait un pouvoir terrible, celui de décider, consciemment ou non, quelle victime resterait anonyme. Lors des interrogatoires, certains policiers tentèrent une autre approche. Au lieu de confronter Little, ils l'encouragèrent à parler des femmes comme de personnes réelles. Ils lui demandèrent comment elles riaient, ce qu'elles disaient, ce qu'elles aimaient. Parfois, cette stratégie fonctionnait. Little s'attardait sur un détail intime, un souvenir apparemment insignifiant, et de ce détail naissait une piste nouvelle. Un accent particulier, une habitude de langage, une origine géographique suggérée presque malgré lui. Ces moments étaient rares, mais précieux. Les psychologues observaient attentivement ces séances. Ils notaient que Samuel Little semblait éprouver une forme de fierté étrange lorsqu'il décrivait ses souvenirs avec précision. Ce n'était pas de la culpabilité, ni même du regret, mais le plaisir trouble de se sentir indispensable à la reconstruction du passé. Sans lui, pensait-il, ces femmes resteraient à jamais sans nom. Cette conviction renforçait son besoin de contrôler l'information, de distribuer les fragments de vérité comme un maître capricieux. À mesure que les identifications progressaient, la dimension nationale de l'affaire devenait évidente. Les crimes de Little ne se limitaient pas à un État, ni même à une région. Ils dessinaient une cartographie de l'Amérique des marges, quartiers pauvres, routes secondaires, bars oubliés, motels anonymes. Les victimes partageaient souvent une même invisibilité sociale. Elles étaient pauvres, isolées, parfois toxicomanes, parfois travailleuses du sexe. Leur disparition n'avait pas provoqué d'alerte immédiate. Cette réalité mettait en lumière une injustice plus vaste. Certaines vies, dans la société, semblaient compter moins que d'autres. Les enquêteurs durent affronter une question douloureuse. Combien de victimes ne seraient jamais identifiées? Malgré les dessins, malgré les aveux, malgré les efforts colossaux déployés, il restait des zones d'ombre. Des corps jamais retrouvés, des dossiers trop incomplets, des souvenirs trop flous. Samuel Little lui-même admettait parfois qu'il ne se souvenait plus de tout. L'âge, la maladie, le temps avaient effacé certaines traces, même dans son esprit. Cette limite irréversible était peut-être l'aspect le plus cruel de l'affaire. Pourtant, chaque identification réussie avait une portée symbolique immense. Lorsqu'un nom était enfin associé à un dessin, à un lieu, à un crime, c'était comme si une voix longtemps étouffée se faisait entendre. Les familles pouvaient enfin dire « Elle a existé. Elle n'a pas disparu sans laisser de traces. » Cette reconnaissance, même tardive, avait une valeur inestimable. Elle transformait les statistiques en histoires humaines, les chiffres en destins brisés. Samuel Little observait ces avancées avec une distance troublante. Il écoutait parfois les enquêteurs lui annoncer qu'une victime avait été identifiée grâce à ces indications. Il hochait la tête, sans émotion visible, comme si l'information ne le concernait qu'indirectement. Pour lui, ces femmes appartenaient déjà au passé. Leur renaissance symbolique dans le présent ne suscitait ni joie ni remords. Ce contraste renforçait l'impression d'un gouffre moral impossible à combler. À ce stade de l'enquête, les policiers comprirent que leur mission dépassait largement le cadre judiciaire. Il ne s'agissait plus seulement de prouver la culpabilité d'un homme déjà condamné, mais de réparer, autant que possible, une injustice historique. Donner un nom à une victime, c'était refuser l'effacement total, refuser que la violence ait le dernier mot. C'était un acte de résistance silencieuse contre l'oubli. La liste des femmes sans nom se réduisait lentement, trop lentement au goût de tous. Mais chaque pas en avant était une victoire fragile.
Dans les couloirs des commissariats, certains enquêteurs parlaient de ces femmes comme de présences qui les accompagnaient. Elles étaient devenues le moteur de leur persévérance, la raison pour laquelle ils supportaient les heures d'interrogatoire, les récits insoutenables, la frustration constante. Au fond, l'affaire Samuel Little révélait une vérité dérangeante. Le crime le plus durable n'était pas seulement le meurtre, mais l'effacement. En redonnant un nom à celles qui en avaient été privées, les enquêteurs tentaient de renverser ce mécanisme. Ils savaient qu'ils ne pourraient jamais réparer l'irréparable, mais ils pouvaient au moins refuser le silence.